Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk, le rendez-vous mercato du Phocéen. On l'avance un peu dans la semaine. On avait envie de se faire plaisir et surtout d'aborder sereinement la rencontre à Ostende. Pour ça, une belle analyse du mercato à venir avec DJ Soun. Bonjour à tous. Salut DJ. J'ai envie de t'appeler DJ comme DJ Drogba. Voilà, DJ Drogba, DJ Soun. C'est normal. DJ dans le nouveau lieu un peu de Marseille qui bouge, le Patio des Docks au Pierce. Un lieu magnifique, c'est quand même bien fait, ça se prête à la fête. Ouais, c'est assez sympathique, c'est nouveau, on peut manger, on peut danser, on peut boire pas mal de vodka aussi si on a envie. Ouais. Ça va intéresser beaucoup de joueurs de l'Olympique de Marseille qui passent déjà. Hein, ouais, il y en a un qui est passé nous voir pendant la saison d'hiver. Bon bref, voilà. Oui. Et ça s'est bien passé pour lui apparemment. Et là, pendant l'été, ça se présente plutôt pas mal. Bonne ambiance, une belle programmation DJ assez variée. Un bonjour à monsieur Ziani qui s'occupe de la programme, un pote à moi. Et Karim. À Brahim aussi. Voilà, bravo pour ta saison en Ligue 2. Ou Stéphane belle Ziani, reconversion. mais on préfère bien sûr Karim Ziani parce que lui, il a joué à l'OM. En face de toi, Mathieu Grégoire, le journaliste de l'équipe à Marseille. Bonsoir Romain. Salut bonsoir, Mathieu. Didier. Bonsoir. Grosse actualité mercato pour toi puisque tu as des journées de 24 heures et c'est un peu comme les agents, c'est très difficile parce que tu as énormément de coups de fil à passer justement pour décrypter le mercato et tu as énormément de sollicitations de fans sur Twitter. Écoute, le mercato surtout ça fait 3 mois qu'on est dedans, même ça fait presque 1 an qu'on est dedans, donc je t'avoue qu'en ce moment c'est pas la période la plus échevelée de ma vie sur le mercato, mais c'est vrai qu'il y a toujours nos mercatix professionnels des réseaux et ça fait plaisir, je les embrasse parce qu'ils sont là, ils veulent des infos, ils t'en donnent pas, ils me disent ouais allez je vais attaquer, j'ai une source là sur Mbappé, j'y vais à fond, j'en ai une demi sur Baka mais c'est cool, j'en vois. C'est le cousin de la sœur voilà. Du gardien de la sécurité voilà, mais bon c'est marrant parce qu'en fait sur le mercato c'est drôle parce que je pense que tout le monde peut avoir un gros transfert. Quand on voit le boulot de Marcelo Blecher là, sur Neymar à Paris, voilà, c'est un journaliste brésilien qui n'est pas forcément le plus connu, mais il a le transfert de Neymar, donc c'est fort. Demain, tu auras peut-être le transfert à avoir le transfert de Neymar dans le monde, c'est quand même génial. C'est quand même Marcelo Blecher qui fait le truc. Toi, tu auras peut-être le transfert de Diego Costa à l'OM ou un truc comme ça. Eux, ils auront peut-être... Mais c'est vrai que sur le temps, j'ai envie de leur dire, les gars, mais si ça vous rapporte rien, enfin, pourquoi vous faites le mercato tout le temps? C'est vraiment épique. C'est une passion. Voilà, c'est une passion comme ça, c'est la passion mercato. Passion. Et pour l'instant, la passion mercato, elle se regroupe sur une seule info à l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a une seule actualité, c'est que l'Olympique de Marseille n'est pas disposé à payer les 20 millions d'euros que réclame le Milan AC pour Carlos Bacca. Alors messieurs, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous vous dites après tout, c'est normal? Ça ne veut pas dire que l'OM n'a pas 20 millions d'euros dans les poches, c'est juste que l'OM ne veut pas mettre 20 millions sur Bacca. On a vu par exemple que pour Gomis et vainqueur, c'est pas une question de manque de moyens, c'est que le club avait d'autres choix. Est-ce que ça t'inquiète, toi? Pas du tout. Didier? Pas du tout. Je pense que la direction fait un travail propre et lucide. 20 millions pour un joueur qui a déjà entamé la trentaine correctement et je n'ai pas souvenir qu'il ait déjà dépassé plus de 20 buts sur une saison. Parce qu'on en parle, bon, ça fait rêver. Sud-américain, Milan AC, FC Séville, championnat espagnol, tout ça. Bon, on connaît un peu la carrière de Bacca. Ça n'a jamais été non plus un top buteur. Je sais pas, j'ai pas souvenir. Personnellement, je suis désolé, j'ai suivi un peu le championnat italien quand même un minimum, puisque supporter de la Juve. Oui, c'est un bon buteur, mais 20 millions, je trouve que c'est quand même assez excessif pour un joueur qui a dépassé 30 ans, qui va nous faire 15 buts. On a déjà Valère Germain. C'est peut-être plus intéressant d'aller chercher un jeune prometteur, comme on a l'habitude de dire, pour utiliser l'expression... Alors c'est surtout que c'est 20 millions d'indemnités de transfert, mais il faut savoir que c'est un montage très complexe avec beaucoup d'intermédiaires, donc c'est pas vraiment 20 millions comme ça, il n'y a pas juste un chèque à faire au Milan AC et c'est réglé, il arrive à Marignane. Mathieu, est-ce que toi, ce dossier Bacca, on sait que ça ne fait pas l'unanimité à l'OM, est-ce que ça te fait peur, on va dire, dans le sens où, ok, c'est un plan B, mais s'il choisit de rallier la Turquie dans les prochains jours, le plan B, il n'y en aura plus. Non, moi, honnêtement, sur le dossier Bacca, je ne suis pas du tout inquiet. L'OM a des moyens. Ils l'ont encore montré au mercato d'hiver avec le transfert de Payet. Ils l'ont montré aussi sur le salaire de Luis Gustavo, qui est le salaire le plus important de l'histoire de l'OM, avec une prime à la signature comprise. Donc, ils ont des moyens, l'OM. Là-dessus, je m'inquiète pas du tout. Lui, en fait, il a effectivement, comme tu disais, tu parles de la Turquie, il a 2-3 clubs avec qui c'est ficelé, niveau contractuel.
aller. L'OM en fait partie. Mais c'était déjà un peu le cas pour Luis Gustavo. Luis Gustavo, il avait une offre de l'Inter, il avait une offre de Marseille. Et après, c'est est-ce que tu le fais ou pas ? Donc c'est plutôt pour moi l'OM qui donne le ton là-dedans. On le voit parce que sinon il se serait déjà engagé ailleurs. Donc si l'OM a envie de le faire, ils le feront. S'ils ne l'ont pas fait aujourd'hui, je pense qu'elle veut quand même dire quelque chose. Le seul truc, alors voilà, j'ai pas du tout d'inquiétude sur les moyens de l'OM et leur façon de travailler. Le seul truc, c'est que j'entends parfois dire que c'est très bien d'aller vers la fin du mercato. Parce qu'on aura peut-être des aubaines, un effet d'aubaine, quoi. Moi, j'ai le souvenir quand même que les mercatos, plus on se rapproche de la fin, c'est par expérience personnelle, hein, les mercatos sous Dacier ou la Brune, plus on se rapproche de la fin, plus on peut tout gâcher. Plus c'est complexe parce que ouais, les prix, ça se fait un peu plus dans la précipitation et les prix augmentent quand même. J'ai plutôt cette impression-là, donc ça serait pas mal si c'était première quinzaine d'août, on pouvait boucler effectivement l'attaquant, parce que dernière quinzaine d'août, ça ouvre la porte à un peu tout. Vous vous rappelez le Brésilien là qu'on avait failli prendre là il y a 2 ans. Fabiano. Non, ouais, alors il y a Luis Fabiano, voilà, qui est un bel exemple, qui était, ça s'est avéré très très cher. Il a fallu se replier sur Gignac et Rémy. Il y a peut-être un petit parallèle, Luis Fabiano, Carlos Bacca, dans le sens des prix demandés, du nombre d'intermédiaires, de la pression mise par certains. C'est vrai que ça. Un petit peu, c'est vrai qu'en plus il était en TPE, Luis Fabiano. Je crois qu'il y avait Pini Zahavi ou d'autres qui étaient sur le dossier. Il y avait Jean-Pierre Bernès qui était en guerre avec Anigo. Donc du coup, Anigo était allé c'était assez drôle, était allé à Séville à l'époque. Il était resté dans l'aéroport plutôt qu'aller négocier, et en argumentant. Et c'est vrai que c'était passé comme ça, parce que c'était, je crois, 18 millions de transfert, plus et 6 mois plus tard, il était transféré pour le tiers en rentrant au Brésil ou quelque chose comme ça. Et puis en salaire, c'était extrêmement cher, donc finalement, c'était peut-être une carotte. Ce qui n'est pas Bacca, mais voilà, l'OM se dit, voilà, comme a dit Didier, on l'a bien vu depuis le début du mercato. Quand ils veulent accélérer sur un truc, ils sont capables de le faire. Donc, alors, ça sera peut-être le cas sur Nikola Kalinic, l'attaquant croate de la Fiorentina qui était passé par le Dnipropetrovsk, un beau tueur venu de l'Est, un attaquant qui est vraiment dans les petits papiers de Rudy Garcia, il a connu en Serie A et même avant, qui étudiait un peu son profil. Le problème, c'est que Kalinic, il espère signer au Milan AC. Est-ce que, on parlait là d'attaquant dans la fin août, est-ce que pour ce genre de profil-là, ça vaut le coup d'attendre un peu, que si ça se trouve, il va se prendre un vent par le Milan AC qui va recruter un Aubameyang, un Diego Costa ou quelque chose d'autre, et à ce moment-là, de surgir sur Kalinic. Est-ce que pour ça, pour les demandes du coach, ne serait-ce que par ce principe-là, on peut attendre ? Son profil correspond déjà nettement plus au style d'attaquant de pointe que recherche Garcia, qui aime bien avoir quelqu'un de costaud qui puisse jouer en déviation. Oui, plus que Bacca. Après, je vais peut-être me mettre des gens à dos, parce que Bacca, côté sud-américain, lui, il fait un peu moins rêver, mais il est un peu plus efficace. Et il a déjà prouvé en Serie A pendant quelques saisons maintenant. Bon, lui, il va aller au Milan AC, mais effectivement, vu les moyens du Milan AC, ça m'étonnerait qu'il signe un joueur comme ça. On va plus s'orienter sur du Aubameyang ou du Diego Costa, ça c'est clair. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont été rachetés, ils ont montré depuis le début du mercato. 1 milliard d'euros, du rachat, donc ça va. Ça va. Il faut peut-être mieux insister sur ce type d'attaquant qui correspond plus aux attentes de Garcia, parce que Bacca et Germain, j'ai peur qu'ils se marchent un peu dessus, en fait. C'est ça le problème. Lui sera plus à même de jouer le rôle de pivot, et pourquoi pas, si Garcia veut faire évoluer son système, Germain, il peut jouer un rôle de 9,5 et tourner un peu autour de Kalinic. Ça serait peut-être une bonne doublette d'attaquants. Et puis Kalinic, c'est quand même spectaculaire, Mathieu. Est-ce que c'est... Alors certes, c'est pas sud-américain, mais ça a aussi un profil pour enflammer le vélodrome, avec des buts en ciseaux mieux qu'Ocampos. Ouais, puis Ocampos, je sais pas s'il est aussi souple et svelte maintenant sur les ciseaux, vu qu'il a pris un peu de la masse, un peu trop de créatine peut-être en Italie. On salue Lucas. Non, moi, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Didier. C'était très clair, très précis. Effectivement, c'est un joueur que Garcia aime bien, qui serait complémentaire avec Germain. Donc oui, il faudrait juste que tu lui refiles quelques tatouages, Didier, pour nous le vendre un peu. Pour le vendre un peu mieux, quoi. Pour le vendre un peu pour qu'il se teigne les cheveux en blond. Non, c'est bien, ça serait bien. Ouais. Attention, Valère Germain est déjà blond, il a déjà des tatouages. Mais remarque, si on s'écoute, on lui donnerait déjà le ballon d'or. Un petit mot sur Giroud. Messieurs, est-ce que pour vous, il y a encore une petite chance, on peut y croire, ou ça sert strictement à rien ? Est-ce que vous regardez un peu la situation d'Arsenal pour vous dire, tiens, est-ce qu'il joue, est-ce qu'il joue pas, est-ce qu'il y a moyen de
de le faire switcher. Oui, forcément. Alors après, quand on parlait tout à l'heure des Mercatix, c'est vrai que tu te rappelles la photo là où soi-disant il est en larmes au bord de l'avion. Bon, son aventure est finie avec Arsenal. Bon, on voit que c'est plus compliqué que ça. Surtout que ça dépend d'Alexis Sanchez. Il n'y a pas plein de paramètres qui comptent. Non, je pense que effectivement c'est compliqué, mais qu'il faut garder un œil sur comment les choses vont se décanter à Arsenal. On va regarder maintenant la situation de 2 joueurs à l'Olympique de Marseille. Vous ne vous y attendiez pas. Rolando, est-ce qu'il ne va pas finir par être titulaire contre toute attente? On voit que c'est toujours quand même un problème d'axe gauche, axe droite. Et au niveau de la complémentarité, il a peut-être finalement une longueur d'avance sur Sertic pour l'association avec Adil Rami. Alors, en attendant un deuxième renfort en défense que Rudy Garcia ne juge pas prioritaire, il attend qu'il y ait des départs avant de recruter dans ce secteur. Est-ce que Rolando, ça pourrait être un titulaire contre toute attente? C'est dur à dire, mais oui. Ah oui, bah, il fait le boulot, Rolando. Il a quelques boulettes, il a 10 charrettes derrière lui, mais bon, niveau placement, il est pas mauvais. C'est un mec en plus qui a tendance un peu à ouvrir la bouche quand ça va pas bien et tout ça. C'est encore une fois très dur à dire, mais c'est un peu un leader de défense. Bon, après, c'est sûr que le côté gauche... On voit que ça te coûte quand même de le dire. Ah oui, non, ça me coûte clairement, parce que c'est sûr que je rêverais d'une autre charnière centrale, parce que bon, Rami, c'est très bien, mais je pense qu'il lui faut quelqu'un de solide à côté de lui et qui a une meilleure qualité de relance. C'est ce que tout le monde lui reproche, même si j'avais un collègue qui m'a dit, oui, tu sais, il a joué en Espagne, donc il a appris à relancer. Mais bon, c'est toujours pas... C'est pas Laurent Blanc en relance, quoi, Adil Rami, qui est un très bon défenseur, qui est dur sur l'homme, qui est bien placé. On a vu qu'il, sur les coups de pied arrêtés, c'était super, il mettait la tête, il allait au charbon, mais bon... Il nous faut un relanceur et Rolando, c'est pas non plus le roi de la passe vers l'avant. Dosé. Donc c'est sûr, je suis pas un grand fan, mais pour l'instant, faute de mieux. Et en attendant que Sertic soit vraiment remis, parce que je crois que Sertic revient d'une blessure et qu'il a un peu du mal à retrouver ses moyens. J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il revient tout le temps d'une blessure. Bah ouais, c'est ça. C'est le problème de Sertic. Effectivement, c'est que dans la qualité intrinsèque entre Rolando et Sertic, chacun a ses qualités. En fait, bon, il y en a aucun qui est très rapide, mais Sertic relance plus proprement, alors que Rolando compense vraiment dans le placement et l'intelligence de jeu, parce que c'est quelqu'un quand même qui joue à l'intelligence. Faut pas se mentir, il a pas des qualités physiques hors normes et c'est quelqu'un qui est quand même qui fait le job. Donc aujourd'hui il a l'avantage d'être fit, contrairement à Greg Sertic qui a toujours un peu le genou qui grince. Donc effectivement, il part pour l'instant il part titulaire. Il lui reste un an de contrat. Ses conseillers ont essayé d'obtenir une petite prolongation début juin, bon, bien tenté, apparemment raté. Est-ce que Rolando, parmi les joueurs en défense centrale dont l'OM veut se séparer, parce qu'il y en a beaucoup, notamment dans les défenseurs, Rolando, il n'est pas candidat à un départ déjà, tu sais, quand on avait fait le papier en avril sur la grande lessive, on expliquait que parmi tous les centraux qu'il y avait au club, c'était celui avec Doria, c'était les deux que Garcia considéré comme potentiellement encore au club l'an prochain. Lui pour son expérience, parce qu'il aime bien Garcia, il aime bien des relais comme ça dans le vestiaire. Très bon mec, très bonne personnalité. Au dépend d'un Rodfani par exemple. Voilà, et Doria pour le potentiel, parce que Garcia croit quand même à son potentiel. Et c'est vrai que ceux qui étaient plutôt poussés vers la sortie, c'était Karim Rekik qui est parti au Hertha Berlin et Rodway. Dernier mot, messieurs, sur Christopher Rokia, le petit jeune qui a ébloui sur un match de préparation contre une équipe roumaine. Voilà, ça permet de relativiser. Arrière-gauche de l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia a fait comprendre qu'il n'aurait pas vraisemblablement un rôle de numéro 2, mais c'est peut-être à lui d'aller le chercher là, sur cette période-là, et en fonction du mercato, s'il n'y a personne, ça sera plus facile de gravir les échelons. Est-ce que vous vous dites qu'il faut essayer de lui trouver, par exemple, une porte de sortie en prêt vers un National League 2, ou que vraiment qu'il fasse ses armes en CFA et qu'une opportunité va se présenter? Je préférerais qu'on le garde au club, parce que la doublure de notre cher ami Patrice Evra... Bédimo, je crains qu'il soit un peu cuit. Donc, mais il a 2 ans de contrat. Il a 2 ans de contrat, ouais, mais bon, tenir un poste de latéral gauche, Bédimo, au niveau des blessures, il n'est jamais revenu. Il n'a jamais retrouvé son niveau qu'il a eu à Montpellier surtout, et à Lyon, mais au début de son contrat. Après, à la fin, c'était catastrophique. Il s'est fait virer par je ne sais plus quel joueur d'ailleurs. Jérémy Morel, qui doit signer selon les chiffres de Cyril Hanouna.
Et moi, je suis plutôt pour qu'on le garde au club parce qu'il a montré des choses quand même sympathiques. C'est vrai, contre une très faible équipe roumaine en préparation, mais pourquoi pas. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi c'est un futur crack. J'aime pas trop cette expression, mais bon... Faute de mieux, je préfère le petit Rocky en doublure, quoi. Oh, faut prendre du temps. Effectivement, il a sur la fin de la Gambardella, beaucoup de mecs qui venaient voir Camara ont plutôt tilté sur Roca, justement parce qu'ils n'avaient pas d'avis a priori. Donc effectivement, il est prometteur. Il y a pas mal de clubs qui s'intéressent à lui, pas mal d'agents aussi. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas de remplaçant, un latéral qui peut peut-être jouer à gauche ou à droite, ou un pur latéral gauche qui vient d'ici le 31 août, il serait intelligent de le garder pour cette saison, bien sûr. Pour finir, vous préférez prendre un latéral avant tout. Évidemment, tout le monde cherche un latéral polyvalent, mais vous préférez, s'il n'y a qu'un recrutement dans ce secteur-là, plutôt prendre quelqu'un à droite ou quelqu'un à gauche? À gauche. Tu sais que c'est compliqué parce qu'en fait... Faut choisir. Eh ben, je vais dire à droite. Tu sais pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais si Sakai se blesse? Parce que si Evra, il est moins bon, tu as Obochan, tu as Doria, tu as Christopher Roca. Mais qu'est-ce que tu fais si Sakai se blesse? Voilà, tu as Bounassa. Peut-être plus un recrutement à droite. Voilà, bon, c'est voilà, dans le cas du pire. Mais si c'est quelqu'un d'à droite qui peut jouer à gauche, Sakai peut jouer à gauche aussi, remarque. Le roi Bouna va révolutionner le poste, c'est ce que j'ai lu dans la presse, donc bon. Attendons. L'équipe là, ça sent le tacle. En attendant le roi Bouna, on passe à vos équipes types. Les équipes types, plus la fin du mercato se rapproche, plus on voit des équipes qui se ressemblent. C'est normal, une ossature se dégage. Messieurs, j'ai regardé vos équipes juste avant l'émission. Évidemment qu'elles se ressemblent puisque vous êtes dans la ligne directrice du coach. C'est bien, vous avez joué le jeu. On va commencer avec la tienne, Soun. Tu nous as concocté une équipe avec De Vrij derrière. Voilà, s'il y a encore vraiment un poste à renforcer pour toi, c'est en défense. Donc tu prends un De Vrij et tu nous sors un petit Masuaku qui joue à West Ham, je crois, après de passer par l'Olympiakos. Petit latéral gauche, tout frais, tout neuf, tout offensif aussi. Ouais, aussi capable de mettre des coups francs, je crois. Qui avait marqué au Vélodrome un but magnifique avec Valenciennes. Donc moi, il m'avait marqué, ce jeune Masuaku. Et tu te dis, tiens... Mais je me suis dit, pourquoi pas le mettre après tout. Je sais pas trop, j'ai pas trop suivi West Ham cette année. Je sais qu'ils ont eu du mal en début de saison. J'ai juste suivi l'affaire Dimitri Payet quand il a fait des pieds et des mains pour revenir chez nous, tant mieux pour nous. Donc pour toi, tu dis, voilà, j'avais gardé un bon souvenir de lui, un petit latéral gauche offensif qui monte bien, qui est tout jeune, qui peut faire l'aller-retour sans problème. Ouais, pourquoi pas. De Vrij pour être complémentaire avec Rami, un peu plus rapide que lui. Et j'imagine tu recrutes quelqu'un pour être avec Valère Germain en attaque. Oui. Mais Valère Germain titulaire. Oui. Pourquoi pas lui laisser sa chance? Après tout, il est peut-être là, notre grand attaquant. Et ça a été déjà écrit pas mal de fois, mais bon. Très bien. Écoute, super beau joueur, agréable à regarder jouer, joueur de club en plus. Puis, je sais pas, il dénote tellement dans le paysage avec son allure de footballeur des années 90, son petit cheveu sur la langue. Et c'est pas le type que tu vas voir soulever des bouteilles de vodka dans une chicha. Voilà. C'est pas gentil. Le message est passé pour certains remplaçants. On va passer à la formation de Mathieu. Donc, je disais, formation assez similaire. Quoique, il y a quelques petits changements. Voilà. Alors, 3 recrues. Acerbi, derrière, donc de Sassuolo. Sassuolo, donc, qui a perdu son coach, qui a perdu Defrel devant, qui sont tous les deux partis à la Roma. C'est peut-être le moment d'aller les piller. Aaron Martin, donc, c'est un latéral gauche de l'Espagnol. Donc, je ne connaissais pas du tout. Il a fait une saison, je regardais en préparant l'émission, il a fait vraiment une saison l'an dernier, donc visiblement une saison où il t'a convaincu, c'est ça, au poste de... Ouais, alors en fait Aaron Martin, c'est un petit clin d'œil parce que j'avais pas pensé à Masuaku, qui est une bonne idée de DJ Soun. Il y avait Amavi aussi. J'ai hésité avec Amavi, mettre Amavi qui avait déjà été sur les tablettes cet hiver, qui aurait été une sorte de Samson que tu relances et qui réexplose au plus haut niveau et que tu peux en vendre très cher, qui est l'avenir aussi Amavi d'ailleurs, qui est convoité par Monaco. Mais en fait c'est un petit clin d'œil pour parce que c'est une piste un peu à la Zoubi, quoi. On en parle souvent du mercato espagnol, quand est-ce qu'il nous fait venir un espagnol comme et tout. Le Johnny du Celta Vigo là dont on parle. Voilà, ou Heinrich là de d'Eibar là, je crois. Il y a un attaquant aussi, Heinrich,
qui était supervisé, donc voilà, il regarde un peu en Espagne, et il y a eu Théo Hernandez aussi, mais bon, qui était évidemment pas dans les moyens. Mais ce Aaron Martin, il a été déjà supervisé par le Real Madrid, c'est une valeur montante de la Liga, donc c'était un petit clin d'œil, voilà. Pourquoi pas, ça vaudrait cher, ça? Ouais, je pense que ça vaudrait déjà assez cher, il a pas 20 ans, mais c'est l'avenir, ouais, c'est l'avenir. Puis tu vois, avec un padawan pour Patevra, ça peut être pas mal. À Serbie, bon, on le présente plus, c'est quand même une des valeurs sûres. Beaucoup de clubs étaient dessus, notamment les clubs turcs comme Beşiktaş ou Galatasaray. Et Olivier Giroud devant. Parce qu'il y a un beau symbole de prendre l'attaquant de l'équipe de France. Voilà, ça peut faire quand même bien rêver le Vélodrome, voilà. Et en plus c'est complémentaire avec Germain, donc oui aussi. Ouais. Donc c'est bien, c'est une bonne idée, c'est Payet, une belle chose. Giroud, Mandanda, Rami. On a une équipe de France un peu résistance. Oui, voilà, on a l'équipe de France du passé. On n'a pas forcément l'équipe de France du futur, mais bon, pas. Pour la Ligue 1... mieux l'équipe de France 2015 que l'équipe du Soudan 2017. Tout à fait. Et puis pour la Ligue 1, ça doit suffire. Évidemment, Ligue 1 française aussi, ça tombe sous le sens. Messieurs, c'est parti, on envoie les questions-réponses. Le retour de la meilleure partie de l'histoire du Phocéen, les questions-réponses, une partie qu'on espère dynamique. Et on démarre tout de suite avec une question sur le forum de Darren. Le recrutement d'un nouvel attaquant va-t-il faire passer notre schéma en 4-4-2 ? Est-ce que vous y croyez, vous, à ce 4-4-2 ? Mais du coup, il faudrait aussi à ce moment-là des doublures à ce poste d'attaquant. Donc un Clinton Ng est d'accord et il en faudrait encore un autre, non ? Puisque là, il y en a deux. Cabella, c'est vrai. Qui peut jouer ce poste. Tu y crois, toi, Mathieu, au passage au 4-4-2 ? Pas trop. On voit bien quand même que la logique dans les schémas depuis un an, là, depuis ce qu'il a fait en préparation, à l'exception du match contre les Roumains de Viitorul, ce qu'il dit sur Germain, le coach Garcia, où il dit voilà, il peut très bien évoluer dans un schéma 3, ce qui s'est bien vu contre Ostende. Donc non, moi je pense que priorité au 4-3-3 et un petit 4-4-2 modulable de temps en temps. Pareil, je pense pas que Rudy Garcia va changer. Il a toujours joué en 4-3-3 dans tous les clubs où il a coaché. La plupart du temps, je vois pas pourquoi là il va passer en 4-4-2. En plus, comme tu l'as très bien souligné, il va falloir recruter encore plus d'attaquants, puisque ça sous-entend qu'il faudrait en tout 4 attaquants de pointe. Donc du coup, Germain, en fait, il passe dans un rôle où il serait attaquant en alternance en pointe, mais aussi le premier remplaçant de Payet et Thauvin sur les côtés, c'est ça ? C'est un peu le gâcher de le mettre sur un côté, Germain. Il dézone, et on a pu le voir contre Ostende qu'il est capable d'aller à droite et à gauche et tout ça pour mieux repiquer dans le centre, mais si tu le cantonnes sur un couloir, c'est du gâchis, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas un joueur de couloir, c'est quand même un joueur d'axe. Pas du tout. Hein. Après, l'histoire du 4-4-2 avec Germain, ça vient du fait que à Monaco, Jardim le voyait que jouer en 4-4-2. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, c'est dans les choix philosophiques de Jardim, et c'est vrai que depuis, c'est là que ça lui a un peu collé l'histoire du 4-4-2. Et que ça a réussi derrière à Monaco aussi. Et que ça a réussi à Monaco. Mais c'est vrai que Jardim avait facilité son prêt, favorisé son prêt à Nice, parce que lui voulait jouer avec une pointe, et à l'époque, il avait pris Carrillo notamment. Qui était pas terrible et qui n'est toujours pas, mais bon, champion de France. Pas un mauvais joueur, 7 ou 8 buts l'an dernier quand même en se blessant tôt. Surtout contre l'OM aussi, il a vu un petit aussi, donc on va pas trop le chambrer. Thomas Ségré sur Facebook, selon vous, la direction attend-elle la qualification pour les phases de groupe de l'Europa League pour enclencher la phase 2 du Mercato ? Rudy Garcia y avait répondu dans la conférence de presse bilan à la fin de la saison dernière, non, c'est pas du tout dans les plans de l'Olympique de Marseille, il monte une équipe. Ceci dit, ça peut être dans le cas de certains joueurs, s'il y a une élimination prématurée, il vaudrait peut-être plus signer à l'Olympique de Marseille. Ceci dit, ça va. Les joueurs qui veulent absolument jouer l'Europa League, ils ne sont pas légion. Donc, Non, et puis c'est surtout au niveau même du dégraissage. C'est-à-dire que si tu n'as pas de Ligue Europa, de phase de poule, il y en a, ils vont trouver le temps long. Hein. Donc ça va peut-être être un message pour dire à Bédimo, Fanny ou d'autres, là, cette fois, faut y aller, quoi. On salue d'ailleurs, on en profite, l'entraîneur de la CFA, David Lefrappeur. Il va avoir des petits renforts comme ça, cadeau, pour les compositions d'équipe à la dernière minute. Sur Twitter, Trait d'Union qui nous dit « Luis Gustavo est-il considéré comme un joueur hors CE, Comité européen ?» Donc Union européenne,
On dit plus CE. C'est pointu, j'aurais dû préparer. Je ne sais pas s'il a un passeport européen, notre ami Gustavo. C'est une très bonne question. Il est en Allemagne depuis 2007, donc en Europe depuis 2007, donc c'est possible. Hein. Mais voilà, là, tu nous prends. Il y aura Luis Gustavo, il y aura Doria. Très mignon. Ocampos, lui, Ocampos, il a un passeport italien, je crois. Sakai. Sakai, oui, ça va me sembler difficile. C'est vrai que c'est une très bonne question, ça, il faut voir, mais aucune idée. Je nous vois mal. Bravo à Trait d'Union. Bravo, Trait d'Union, tu nous as séché. Même si dans l'histoire de l'OM, c'est la seule chose que je peux dire, c'est déjà arrivé de ne pas pouvoir faire des transferts parce qu'on avait trop de joueurs hors Union européenne. Ouais, au début des années 2000. Ouais. Avec le retour de Bernard Tapie. Ouais, les Alain Scoro et tout. Ouais. Voilà, il y avait des petits soucis à ce niveau-là. Question talk de Mathis OM, pourquoi pas nous, Nice qui se renseigne sur Samir Nasri. Je vais vous avouer que je ne suis pas très objectif puisque je suis assez fan du footballeur. Je trouve qu'il y a des joueurs comme ça, quand ils touchent le ballon, on voit que c'est différent que d'autres. Samir Nasri fait partie de cette caste très rare au final dans le football. Mais c'est vrai qu'à l'Olympique de Marseille, s'il y a bien un poste où il n'y a pas besoin de recruter, c'est celui de numéro 10. Donc Samir Nasri, je ne vois pas... C'est pas vraiment dans les postes prioritaires. J'ai rien contre Samir, mais pour moi, c'est niet. Il va marcher sur les plates-bandes de Payet, Thauvin, au niveau des caractères respectifs des protagonistes. Voilà, alors il y a ça aussi peut-être. Ça risque d'être un peu moyen à un moment donné, on sait jamais. Bon. Mathieu, toi, Nasri Non. Ouais. Nasri, voilà, comme a dit Didier, c'est compliqué dans un vestiaire, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Je le vois bien dans une constellation de stars, mais après, à Marseille... Il prenait déjà beaucoup de place dans le vestiaire de l'OM quand il n'avait même pas 20 ans. Ouais. Excellent footballeur. Voilà, avec en plus Payet et Thauvin, on a à peu près un équilibre, tu sais, comme au temps de la guerre froide, là, un équilibre des superpuissances entre Payet, Thauvin et d'autres. Donc, c'est bien, restons comme ça, quoi. Ça peut se fissurer très rapidement. Tony Azoulay sur Facebook, pourquoi un prêt sans option pour Kawi? Parce que les deux clubs ne se sont pas mis d'accord aussi sur l'option d'achat, donc on peut attendre. Voilà, ça veut pas dire qu'on peut le prêter sans option, mais il peut être vendu à 3. Tout à fait, puis ça veut dire que l'OM aussi, tout simplement, compte sur lui, qu'elle va le voir ce que ça donne sur une saison de Ligue 1 complète. Et qu'on verra après à l'arrivée. Je suis exécrable joueur de poker, mais j'ai l'impression que c'est un peu le check. Et puis on attend que les cartes soient mises, toutes les cartes soient mises sur le tapis avant de miser, grosso modo. Ouais. Il a pas l'air d'être si mauvais que ça, ce petit joueur. Il est encore jeune, non? Il a quel âge, Raoui? Il a 20 ans tout juste. Ah ouais, ça va lui faire du bien, une bonne saison en Ligue 1 complète, pour voir ce que ça donne vraiment, c'est bien. On suivra ça avec attention dans le journal des prêtés. Ouais. Bien sûr. Rudimentaire sur Twitter. Bonsoir l'équipe. Possible de faire revenir vainqueur pour faire redescendre Gustavo qui peut être complémentaire avec Rami. Tiens, c'est une idée. On peut dire bonne ou mauvaise, mais en tout cas, ça a le mérite de repositionner, de reposer les choses. Vraiment, je pense que si Luis Gustavo a été recruté, c'est parce que Rudy Garcia veut absolument ce joueur capable de redescendre et de faire jouer l'équipe à 3 défenseurs. Du coup, c'est pas pour faire passer, même s'il est sûrement performant à ce poste, Luis Gustavo derrière. Il le veut vraiment, une sentinelle capable de reculer, ce qu'il avait peut-être pas assez avec William Vainqueur, qui sur certains matchs prenait des initiatives beaucoup plus offensives. Ceci dit, voilà, faire revenir Vainqueur pour avoir cette option-là, est-ce que ça vous tente? Parce que c'est vrai que William Vainqueur, on sait même plus... on sait pas ce qu'il devient, hein, on va lui envoyer Jacques Pradel. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais le problème après, c'est qu'on se prive un peu du gelon de Luis Gustavo au milieu de terrain. Et on a vu un peu contre Ostende qu'il était capable d'envoyer des jolis petits ballons en profondeur. Ça commençait à régler la mire. Il y en a certains qui l'ont envoyé en touche, mais on sent que ça commence à venir. Mais il a trouvé des bonnes touches parfois. C'est aussi utile dans un autre sport. Côté rugbyman peut-être, mais moi je trouverais dommage. C'est pas bête hein, comme idée si vraiment on a que ça en solution de secours et que Vainqueur est pas trop gourmand parce qu'il a fait une très jolie saison sous le maillot olympien, personne ne dit le contraire. Mais quand même mettre Gustavo en défense centrale alors qu'on cherchait quand même un milieu défensif capable de pouvoir jouer long et de faire de belles relances bien horizontales pour nos copains attaquants, ce serait un peu dommage. On continue juste sur William Vainqueur. Il doit peut-être regretter Alors la proposition de l'OM n'était pas super séduisante, mais il doit peut-être regretter d'avoir un peu joué la montre en début de mercato. Non, je pense pas qu'il regrette d'avoir joué la montre parce que tu sais, les joueurs ils savent la valeur qu'ils ont. Encore une fois, ils ne donnent pas des cacahuètes à Luis Gustavo ou d'autres.
ils ne viennent pas pour l'amour du maillot. Voilà, de toute façon, on le voit bien dans tous les clubs. Neymar ne vient pas à Paris non plus pour l'amour du maillot. Donc, si tu veux, c'est des questions d'économie, de choses qu'on te propose. Et c'est vrai que on leur a proposé des trucs qui sont pas, enfin voilà, qui étaient même moins importants que ce qui touchait, et les joueurs estiment qu'ils ont une valeur marchande. Donc effectivement, c'est un risque aussi pour eux. Est-ce qu'ils trouveront avant la fin du mercato? Gomis a trouvé, vainqueur a des pistes en Turquie, en Angleterre, peut-être qu'il trouvera aussi. Mais je pense pas qu'il regrette. Je pense que par contre, il est un peu touché que ça soit passé comme ça, sur un dossier qui aurait peut-être bouclé, peut-être que le joueur, si l'OM avait été plus tôt dans la saison, je pense au mois de janvier par exemple, avait dit voilà ce qu'on te propose, c'est un peu moins que ce que tu touches à la Roma, mais tu restes avec nous, t'as de la vision sur le court, moyen, long terme, et ben voilà, peut-être que là il aurait fait l'effort. Mais là tu vois, ça s'est un peu braqué sur des choses. Je crois que entre la première et la deuxième offre qu'ils lui font, l'OM rajoute 3 des paquets de Haribo, des paquets de Haribo et tout, donc ça prouve bien que qu'il n'y avait pas forcément une volonté de le conserver, voilà. Donc, En tout cas, on lui souhaite bonne route à William Vainqueur, parce que il a comme Bafé-Gomis, il nous a rendu quand même... il a fait le taf. Faut pas oublier où on était le club au moment où il est arrivé. Bon, c'est pas grâce à lui il a fait le taf, et le prochain club qui l'aura, je pense sera pas malheureux. On lui souhaite on n'a pas le journal des anciens, mais on le suivra quand même un peu... forcément d'un œil dans son nouveau club. Boli dans l'axe sur le forum, qui pour concurrencer Sakai à droite, attention, parce que même s'il a l'air trop juste pour toute la saison, il ne veut pas, Boli dans l'axe, qu'on lui parle de Bounassar. Non, mais c'était une boutade tout à l'heure. Alors il y a Camara qui peut aussi jouer à droite. Anguissa aussi. Ceci dit, si on regarde bien ce que demande Rudy Garcia, il veut vraiment des latéraux qui montent énormément, même si on se retrouve dans un match avec Ubokan d'un côté et Doria de l'autre. Il veut vraiment que les latéraux jouent, participent, même si ça va faire un contrôle. Est-ce que dans ce cas-là, Bounassar, au final, il ne peut pas jouer sur ses plus belles qualités, à savoir la vitesse, à savoir un peu de technique en mouvement? Le souci avec Bouna, c'est que oui, offensivement, il correspond au profil. Après, défensivement, c'est pas un arrière droit de formation, donc il a des grosses lacunes au niveau du placement, où à un moment donné, il va s'oublier, il va oublier de redescendre, et on va avoir un boulevard monstrueux pour les attaquants gauche donc, de l'équipe adverse, quoi. Alors, c'est petite simulation. Mathieu, on est le 31 août. Ouais. Si je te dis, on peut faire revenir Brice Diadjedji. Non, parce que tu parlais tout à l'heure de Jacques Pradel ou de FBI porté disparu. Il reste sur une saison où il était avec Wilson sur une île déserte. Donc non. Et pourtant, Dieu sait si tu sais que je l'aime beaucoup et que je trouvais que Bielsa en avait fait l'un des meilleurs latéraux droits de France. Hein. Vraiment, c'était impressionnant la mutation avec Bielsa. Mais là, après une année, c'est très risqué. Très très risqué. Voilà, où on l'a fait se perdre, ça c'est autre chose. Aussi, oui, c'était l'idée de dégraisser. Ouais. Ré Louati sur Facebook, la direction n'a-t-elle pas eu un discours trop ambitieux au risque maintenant de décevoir une partie des supporters? On en parlait un peu avant l'émission, tu es un membre, on le rappelle, du forum, une dizaine d'années déjà. Je me suis nettement calmé parce que c'est moins rigolo. Tu étais quand même DJ à Saigon, tu étais dans la folie. Tu étais loin, mais tu allais quand même sur le forum du Phocéen avec ton petit pseudo pour insulter comme il se doit. Là, qu'est-ce que tu en penses un peu? Est-ce que cette impatience des gens, tu la comprends, des jeunes supporters principalement? Oui, alors le jeune supporter, à la rigueur, on ne va pas jouer au vieux papa qui a raison surtout et qui comprend la jeunesse impétueuse, mais... Non, j'ai du mal en fait avec l'impatience des supporters parce que pour faire une comparaison un peu douteuse, mais nos amis du Qatar, quand ils ont racheté le PSG, ils n'ont pas acheté tout de suite Zlatan, Thiago Silva, Pastore, justement le seul Pastore, mais le reste autour, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond, quoi. Lugano a été un flop, Maxwell avait déjà 34 Maxwell arrive au mercato d'hiver. Ouais. Bon, mais ils avaient pris Momo Sissoko, Jérémy Ménez. Momo Sissoko, Jérémy Ménez, il n'y avait pas de quoi non plus, c'était pas l'équipe des champions. Donc je pense qu'on est un peu trop impatient. Là quand même, mine de rien, la direction, dont mercato d'hiver, on a eu le droit à Dimitri Payet, Sanson et Patrice Evra. C'est pas rien non plus. Alors ok, Patrice Evra est vieux, ça reste un international français, ça reste un latéral gauche qui a été une référence pendant longtemps, et surtout peut-être qu'on l'a pris pour le vestiaire. Sanson, c'est un milieu de terrain
qui je pense va éclater d'ici très peu de temps. Il a déjà fini meilleur passeur l'an dernier, donc bon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. On l'a pas acheté quoi, on l'a payé quoi, 10 millions Sanson, c'est ça? Un peu plus, ouais. C'est une belle petite affaire quand même, parce que je pense qu'il en vendra facilement le double s'il continue sur sa progression. Payet, bon, il n'y a rien à ajouter. Là, on a Gustavo, international brésilien. Alors on a dit oui, mais la saison dernière, là. On a vu ce que ça donne quand même, il commence à prendre ses automatismes, je pense que c'est le niveau au-dessus. Adil Rami, bon, c'est pas mal non plus. Il faut savoir être un peu patient, et puis Rome, c'est pas fait en un jour, hein, c'est un peu téléphoné, mais c'est la vérité. Il y a deux façons de voir ce sujet, c'est que... Mathieu, parce que tu as eu quand même quelques papiers qui ont, sans dire agacé le club, mais il y a eu certaines tensions, on ferait des annonces de la direction de l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi, qui est quand même justement au centre là-dessus d'observation de ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, est-ce que pour toi, il y a des annonces qui ont été faites un peu trop ambitieuses, justement c'était la question, ou est-ce que c'est l'interprétation et l'envie de s'enflammer des supporters qui a été trop grande? En fait, tout le jeu des dirigeants, il est là, c'est comment tu ranimes la flamme sans te brûler. Donc, ce qui les embêtait dans nos articles, c'est que s'ils faisaient un mercato un peu décevant, que ça leur retombe dessus à cause de nos articles ou à cause de la passion des supporters. Sauf que il y a deux choses. Il y a vraiment deux choses. Il y a, comme dit très bien Didier, il y a une équipe qui construit, voilà, qui fait ça dans la discrétion, mais voilà, qui est un peu assez entrepreneurial, quoi. Hein. Ils gèrent ça comme une start-up. Ils mettent en place des process. Ils rebâtissent le club. Ça, c'est vrai qu'ils leur donnent des lignes directrices qu'il n'y avait plus à l'OM depuis des saisons. Donc ça fait évidemment du bien au club. Et à côté de ça, quand même, il y a une com qui était offensive. J'ai pas besoin de reprendre la foule de déclarations. C'est pas la presse qui a inventé le Jacques-Henri Hérault qui se balade avec la Ligue des Champions dans le bureau de ses collaborateurs. Peut-être beaucoup qui sont plus d'ailleurs à l'OM aujourd'hui, mais d'arroser des plantes et c'est pratique. Voilà, peut-être. C'est quand Franck McCourt, on lui pose la question, un attaquant à 50-60 millions d'euros, est-ce possible? Il dit oui. Est-ce que voilà, à un moment il y a des questions sur Griezmann, tout est possible. Bref, il y a quand même beaucoup de déclarations qui sont très offensives. Donc on peut être un peu déçu par rapport à ça, parce que quand tu vois le mercato par exemple du Milan AC, où là les mecs ils sortent le chéquier, ils disent allez c'est all-in, attention, eux peut-être que dans un an ils sont rattrapés par le fair play financier et ils se cassent la gueule, hein. Attention. Et puis on sait toujours pas ce que ça donne aussi. Mais n'empêche que le taux d'abonnement il est plus important à Milan. Ils ont pris une équipe qu'ils ont refait de fond en comble avec des joueurs quand même qui sont un peu bandants, donc l'excitation des déclarations de l'OM, on aurait pu la retrouver s'il y avait eu un petit peu un mercato comme ça. Voilà, quand tu nous dis le mercato d'été, ça fait 6 mois que tu nous dis que c'est le moment crucial et qu'en fait, tu te rends compte qu'on t'ajoute les trucs du mercato d'hiver, tu te dis un peu, ouais, il y a un double discours un petit peu, parce que, attention, ce qui a été fait cet hiver, c'est très bien, mais on pensait qu'il y aurait encore un peu mieux cet été. Voilà, donc c'est une question de comment mettre le curseur, en fait. Voilà. Très bien. Binou OM13 sur le forum. Quelles seraient vos priorités pour le dernier mois du mercato si vous étiez dirigeant de l'Olympique de Marseille? C'est la dernière question. Je me permets de répondre et de dire que pour moi, c'est d'abord les départs. Je veux dégraisser cet effectif que je trouve trop fourni. Vous prendrez qui? Bon, outre... Quoique non, pas outre. Vous pouvez aussi me dire le gros attaquant. C'est la priorité. On se concentre là-dessus. Ouais, une doublure en attaque, mais pas forcément un gros attaquant, un mec prometteur, ça sera peut-être bien pour le début, parce que je suis pas sûr non plus. Dembélé, ça te plaît là, le côté ouais, ça jeune, me plaît, mais en plus le problème c'est que sur des talk shows on en avait déjà parlé. Le souci c'est que, comme tu l'as dit en plus tout à l'heure, la Ligue Europa ça fait pas bander les joueurs, quoi. Ça. Et tant que tu joues pas la Ligue des Champions, ça va être très compliqué aussi d'attirer une grosse pointure en attaque. Même une grosse pointure tout court, que ça soit au milieu de terrain, en attaque ou où tu veux sur le terrain, quoi. C'est ça le problème. C'est tu joues pas cette fichue Ligue des Champions qui te rapporte du pognon, de l'audimat et tout ce qui va avec. Ouais. Et de l'exposition médiatique, bien sûr. La Ligue Europa, c'est intéressant à partir des demi-finales, quoi. Pas faux. Donc forcément un attaquant, doublure ou non, mais il faut un autre attaquant. Un défenseur central. Pour moi, c'est prioritaire parce qu'on n'a pas changé de dimension avec l'arrivée de Rami par rapport aux autres. C'est mieux, mais on n'est pas encore franchi un cap. Et moi, j'aimerais bien, pourquoi pas aussi en fonction des départs, parce que c'est vrai qu'il y a embouteillage en défense centrale et embouteillage sur les côtés, mais pourquoi pas un jeune prometteur, quoi. Enfin, quelqu'un qui respire un peu le ballon.
on a envie que l'OM nous montre quand même. Germain, ça respire le football. Oui, mais c'est attendu. Germain, on n'a pas découvert, on découvre pas cet été. Toi, tu veux une petite recrue Zoubi. Ils ont pris du risque parce qu'ils revenaient de blessures et les autres n'ont pas voulu se mouiller. L'OM a été malin, s'est mouillé en mettant quand même un prix important, mais ils se sont mouillés l'OM. Voilà, ils ont pris ce risque-là. Mais Sanson, il y a 2 ans, tout le monde le voulait en Europe. Oui. Donc t'es pas sur des. Toi, tu veux un prenez-nous. Mais moi, j'aurais bien aimé un Ismaël pas. Assar. J'aurais bien aimé un joueur comme ça. Rennes fait que ça, donc peut-être que c'est pas le modèle à suivre non plus. Ils ont sorti des quoi. Mais tu vois par exemple. C'est tout con, mais quand Monaco a fait son premier mercato d'été en 2013, il y avait de la star comme Falcao, Ricardo Carvalho, Moutinho et James Rodriguez, et ils ont pris Anthony Martial. Et ben moi j'aimerais bien un mec comme ça, quoi, qui, tu vois, là il y a Diakabi qui signe à Monaco, mais ou alors s'il y avait eu un Tielemans, bon on le connaissait déjà, mais tu vois du jeune prometteur, un petit jeune, qu'on nous montre aussi que voilà, c'est des mecs les Garcia, les Zoubi, c'est quand même des mecs qui connaissent par cœur le ballon, qui ont des réseaux, voilà, une pépite quoi, qui éclot à l'OM, ça serait chouette. Messieurs, donnez-nous une pépite, s'il vous plaît. On attend le prochain Mercato pour voir de qui il s'agit, en espérant qu'elle sera arrivée d'ici là. Pas sûr quand même. Salut à tous.